Il y a 70 ans, 26 et 27 octobre 1942, l'impossible oubli. Date importante, date à retenir dans l'histoire de nos deux communes, de Boucau et de Tarnos. S'il m'est toujours pénible, douloureux de rappeler ces terribles souvenirs, je reconnais qu'en tant que militant de la mémoire, étant parmi les derniers survivants, ayant vécu et souffert de l'arrestation de mes camarades, je me dois, pour rester fidèle à ces frères de combat, de témoigner encore et toujours, pour que, comme chantait Jean Ferrat, les enfants sachent qui vous étiez. Et comment ne pas éprouver toujours autant d'émotions lorsque les meilleurs d'entre nous ont disparu dans la tourmente. Nous qui avons eu la chance inouïe d'échapper à ces rafles et d'avoir eu les faveurs du destin. Sous l'occupation, il existait le STO, le service du travail obligatoire, et des Français étaient réquisitionnés pour aller travailler. C'était pour construire le mur de l'Atlantique, où ils construisaient des blocos. À Tarnos, c'était la tour Barbara qui était terriblement fortifiée, qui était armée. Marcel Glise, il a travaillé là. Il a travaillé. Réquisitionné. Il a travaillé avec les Allemands là, à la construction de blocos, là, Marcel Glise. Et de là, il a participé à des sabotages là. Et il nous ramenait des cigarettes, il ramenait des grenades, il ramenait. Oui. Puis il y avait aussi, ils ont construit une piste cimentée qui reliait le Boucau à Tarnos, ainsi que la bougie, appelée la bougie, c'était un blocos pour la défense côtière. Et quand je suis rentré à la résistance, j'avais pas 17 ans. Je n'avais pas 17 ans. Et c'est au contact de mes amis, Marcel Glise, avec qui je sortais le dimanche, que j'ai appris qu'ils étaient impliqués dans ce réseau de résistance et que j'ai voulu y participer. On était peut-être, on était jeunes, on était peut-être inconscients, oui, du danger. On ne se figurait pas, on ne connaissait pas encore l'existence des camps de concentration. On savait qu'il y avait eu pas mal d'arrestations parmi les responsables communistes du Boucau. On avait peur de subir le même sort, c'est évident. Le jour de l'arrestation d'Hubert Sens et de Marcel Glise, on se demandait pourquoi eux et pas nous, on n'avait pas été certainement identifiés encore ou dénoncés par ceux qui les ont dénoncés à eux. Et puis, ça a duré, mon engagement dans la résistance de février 1942 à octobre 1943, jusqu'aux grandes rafles. Je n'étais pas au courant, moi, de la composition de notre réseau. Je ne savais pas que le chef de notre réseau était Madi Labatte. Madi Labatte, une jeune femme de Boucau. Jamais on n'aurait pensé qu'elle était notre chef de réseau. Raymond Glise, qui était mécanicien conducteur de train, qui faisait la navette avec Bordeaux, qui nous amenait du matériel. Sa femme Marthe, qui tapait et remontait avec Madi Labatte. Et c'est par leur intermédiaire qu'on avait les tracts après. Mais moi, je ne le savais pas d'où ça venait. Je connaissais, moi, strictement les 4 qui participions aux distributions de tracts. Moins on en savait, et moins on pouvait en dévoiler. Personne ne peut préjuger et présager ce que sera son comportement sous la torture. C'est pour ça que les groupes étaient cloisonnés et très restreints. Alors notre activité, c'était la distribution de tracts et de journaux clandestins, des tracts rédigés en français qu'on allait distribuer aux portes cochères, dans les magasins, dans les salles de spectacle, et des tracts rédigés en allemand qu'on allait fourguer dans leurs écuries, à leurs châteaux, leurs maisons réquisitionnées. Ça a été un miracle souvent qu'on ne soit pas interpellé, enfin,
paradoxalement, c'est souvent des Français qui nous ont poursuivis. Et Hubert Sens pouvait témoigner comme moi, on a souvent été traités de sale coco. C'était sans le vouloir un hommage qu'ils nous rendaient parce que ils supposaient, eux, qu'il n'y avait que les communistes qui faisaient ce travail de résistance. Hubert Sens et moi, le jour d'une grande manifestation cycliste au Vélodrome de Bayonne, le stade archi-comble, et notre occupation à nous, c'était de distribuer des tracts parmi les spectateurs. Et il y avait même des soldats allemands. Et à la fin du critérium cycliste, une patrouille allemande qui avait été alertée et qui fouillait. Heureusement, on s'était délesté, nous, du paquet encombrant. Dans les tracts, on appelait la population à résister. On essayait de redonner le moral. Dans les tracts allemands, on les mettait parce que les Allemands n'étaient pas au courant de la situation, par exemple, qui se passait à l'Union soviétique, de leur armée qui était en difficulté, c'est sûr. Et il y a eu des sabotages. Ils ont saboté une fois la ligne de chemin de fer. Au Bucco, il y a eu l'incendie du Vartasot, où il y avait un dépôt de munitions. À Tarnos, le groupe André Bouillard, ils avaient caché des armes dans un caveau au cimetière. Lors de cette nuit du 26 au 27 octobre 1942, ce sont 22 camarades de Bucco et Tarnos qui ont été arrêtés. 12 Tarnosiens, 12 Boucalais. 10 ne sont pas revenus des camps de la mort. La quasi-totalité d'entre eux étaient communistes. Est-ce un hasard? Les principaux artisans de l'infamie, Poinçot et sa brigade, avec ses adjoints, Giré, Célérier, Évrard, Langlade, Lafargue, et j'en passe. À leur procès, à la Libération, le commissaire Rulac dira l'acharnement avec lequel Poinçot et ses sbires traquèrent les communistes, les traitant salauds, racailles. Quand je vois un communiste, je vois rouge, disait Poinçot. Cette grande rafle symbolise la totale collaboration des services de police français et l'appareil répressif allemand, la Gestapo. Sans ce travail commun, jamais la Gestapo n'aurait pu pénétrer si profondément, s'infiltrer dans les réseaux secrets des communistes résistants. Cette terrible rafle des 26 et 27 octobre va s'étendre de Tarnos à Hendaye et dans toute la zone occupée des Basses-Pyrénées. À peu près partout, le même scénario. Camion de ramassage qui attend sur la route, des policiers en civil qui frappent à la porte, entourés de feldgendarmes allemands armés, des gendarmes français un peu en retrait. C'est lors de cette maudite rafle que mes deux camarades, Hubert Sens, 15 ans, et Marcel Glise, 20 ans, ont été arrêtés. On ne dira jamais assez le choc, la stupeur qui envahit ceux qui, comme moi, ont échappé à cette rafle. Pourquoi eux et pas nous? Quand le camion s'arrête devant le domicile de Marcel Glise, un policier va frapper aux portes, devant, derrière la maison. Il frappe, il insiste, rien n'a bougé. Il s'apprête à remonter dans le camion, quand tout à coup, une lumière s'allume. Satanée lumière. Il ne devait jamais revoir le Bucco. Marcel décédera à Saxe-Loisaine après avoir subi un matraquage féroce sous les yeux de son père qui ne lui survivra pas.
Hubert, lui, après plus de 2 années d'internement à Sachsenhausen et Mauthausen, reviendra à la Libération, mais les séquelles de la déportation ne seront sûrement pas étrangères à sa santé précaire et sa disparition prématurée. Il me semble important d'évoquer brièvement quelques autres faits marquants de cette période mouvementée. À partir de 1939, le Parti communiste étant dissous, nombre de dirigeants nationaux arrêtés, déportés, des maires communistes de certaines communes, le maire du Boucau, Lanus, déporté dans le sud algérien, à Maison Carrée, pendant 5 ans. D'autres maires de Tarnos, Charles Duroty et Joseph Biarrot, ont eux aussi connu la déportation. 25 juillet 1942, c'est l'arrestation d'André Arlas, coordinateur du Parti communiste clandestin pour les régions des Landes et la Gironde. Il va passer des heures terribles entre les mains de Poinçot. Rescapé de la déportation, il sera plus tard secrétaire à la mairie de Tarnos. Le 24 septembre 1942, 6 autres militants du Parti communiste clandestin seront arrêtés au Boucau. 4 ne rejoindront jamais le Boucau. C'est au mois d'octobre 1942 que va se développer la répression des principaux responsables du percé clandestin du Boucau, de Tarnos et des Forges. De terribles interrogatoires vont torturer Raymond Glise, côte cassée, dos couvert de bleu, figure tuméfiée. Lors des interrogatoires musclés, Gilbert Dupont raconte. Ça commençait avec la pelote. La pelote, entre guillemets, c'était le passage à tabac. C'était des coups de pied, de poing, dans tous les sens, dans toutes les parties du corps. Puis c'était le nerf de bœuf, c'était la bassine et les brûlures. Toute la panoplie de torture pour arracher des aveux. L'école hitlérienne avait fait des émules. Et puis, les 18 et 19 mars 1943, ce sont des femmes de Tarnos, membres d'une filière de passage en Espagne, qui ont été arrêtées, et dont la filière démantelée. Lucienne et Pierrette Monteau, Catherine Ibarra et Lucienne Lafourcade. C'est lors de cette rafle qu'Henri Prévost et moi, qui faisions partie du groupe Hubert Sanz et Marcel Glise, étions concernés. Nous avions quitté le domicile en octobre 1942, lors de la grande rafle, et les policiers n'ont pas fait le voyage pour rien. Ils ont amené le père d'Henri Prévost et arrêté mon père et mon oncle et menacé d'arrêter ma mère, de venir chercher ma mère si je ne me livrais pas dans les 48 heures. C'est M. Morat, ancien directeur de l'école des Forges, révoqué par l'Académie parce que franc-maçon, qui s'occupait à Pérorade d'une filière de passage en Espagne. Il se chargeait aussi d'héberger des résistants, des réfractaires au STO, des soldats étrangers qui voulaient rejoindre leur base. Et j'ai pu bénéficier, moi, de ces services. D'abord pour l'hébergement. Je suis resté de novembre 1942 à mars 1943 dans une ferme à Pérorade, chez un nommé Darrière, qui lui aussi était dans la résistance. Et donc, en mars 1943, c'est M. Morat, accompagné de ma mère, qui sont venus me prévenir
justement de la menace qui pesait sur ma mère et de la visite que j'avais eue de la police, de la Gestapo et de la milice. J'ai dit mon intention de rentrer chez moi. Je ne pouvais pas supporter l'arrestation de maman. Monsieur Morat me l'a déconseillé, mais je suis quand même rentré. Je suis resté 12 jours au grenier, dans le foin. Pourquoi au grenier? Parce que j'avais un jeune frère de 11 ans, susceptible de parler en classe, et la délation, à l'époque, ça existait. Au bout de 12 jours, ma mère venait me ravitailler 2 fois par jour. Au bout de 12 jours, elle m'a dit, il faut te décider, tu ne vas pas rester là éternellement. Je pense que M. Morat avait raison, ça m'étonnerait qu'il revienne me chercher. Alors il faudrait que tu changes d'air, il faut que tu t'en ailles. C'est ce que j'ai fait. J'ai repris le chemin de Pérorade. J'ai revu M. Morat, qui m'a donné des instructions pour rejoindre d'abord Hasparren, un certain M. Bidaraï, boulanger à Hasparren, qui s'occupait aussi, c'était un passeur pour l'Espagne, qui lui m'a conduit à pied jusqu'à Bidaraï, chez un autre passeur, qui lui devait nous faire passer la frontière, non sans nous avoir délesté d'une certaine somme. Le patriotisme à l'époque avait ses limites. Nous avons quand même eu la satisfaction de réussir dans notre entreprise et de gagner l'Espagne le 5 avril 1943. Là, en Espagne, évidemment, d'autres surprises nous attendaient, pas toujours agréables. 6 mois d'internement, 1 mois à la prison de Pampelune, 5 mois à la prison de Totana, dans le sud-est de l'Espagne, dans la province de Murcie. Des conditions d'hygiène épouvantables, une alimentation au strict minimum. Nous étions à Totana dans des camps avec les républicains espagnols, internés depuis des années, et tous les jours, on venait en prélever pour les fusiller à Almeria. Au bout de 6 mois, la Croix-Rouge alertée, on a enfin été libérés du camp de Totana et menottés toujours 2 par 2, parce qu'en Espagne, on ne circulait pas les mains en livre derrière le dos, on était menottés 2 par 2. On a rejoint les arènes de Malaga pour attendre le bateau français, le Sidi Ibrahim, qui devait nous conduire à Casablanca. C'est là que je me suis engagé dans les forces françaises combattantes et que j'ai fait la guerre jusqu'à la libération. Et mon ami Prévost a suivi le même chemin, sauf que lui, il est allé dans l'aviation. Mais nous avons eu tous les deux la satisfaction de rejoindre notre foyer avec la famille au complet et la conscience apaisée. Parce que nous étions restés presque 2 ans sans nouvelles de la famille. Je ne savais pas ce qu'était devenu mon père, mon oncle, surtout ma mère. Mais enfin, tout s'était passé selon ce que nous avait dit M. Morat. Mon père et mon oncle ont été libérés du Fort du Ha 2 mois après leur arrestation, ou 3 mois après leur arrestation, et ma mère n'a jamais été inquiétée. Ça a été le bonheur absolu. Chers amis, après avoir vécu cette période qui a perturbé notre jeunesse, ma jeunesse, en rappeler les pires moments, c'est remuer des souvenirs qui font mal. L'ombre de nos manquants, 70 ans après, n'est toujours pas effacée. Ils se sont battus pour un idéal, un monde meilleur. Le monde que nous vivons aujourd'hui n'est certainement pas celui dont ils ont rêvé. Car,
comment comprendre, supporter, ne pas condamner les trop nombreux nostalgiques du passé, d'un passé témoin d'une idéologie criminelle, d'une barbarie qui a horrifié le monde, et dont les Poinçons et sa bande en ont été les dévoués, fidèles et zélés serviteurs. Alors, lutter contre l'oubli, témoigner, inciter les générations nouvelles et futures à perpétuer notre combat pour ne pas revivre l'enfer que nous avons vécu. C'est notre mission. Au sein de notre association nationale des anciens combattants et amis de la résistance, de continuer ce travail, ce devoir de mémoire qui nous tient tant à cœur et qui est notre raison d'être.